Bien, j'ai le plaisir d'accueillir pour le dernier moment de cette journée qui a été très dense le général Jean-Christophe Béchon, qui est l'adjoint du major général des armées, donc qui est une des têtes de l'état-major des armées, et Philippe Dacosta, qui est le président de la Croix-Rouge française. Nous avons tout au cours de cette journée parcouru à la fois des paysages, des zones d'incertitude. Nous avons évoqué des ruptures, nous avons évoqué des transformations, nous avons mobilisé un très grand nombre de savoirs, de compétences, d'expertise. Je pense que tout le public ici a pu apprécier la richesse de ces contributions qui montrent que face au futur, bien sûr on a beaucoup d'incertitudes, mais qu'on a aussi beaucoup de ressources intellectuelles pour y faire face. Et à la fin de cette journée, avant que la journée de demain ne soit consacrée à l'action et à l'anticipation de l'action, nous avons souhaité vous interroger tous les deux, vous faire intervenir en tant que spécialiste des crises. Alors, je renvoie la balle qui a été lancée tout à l'heure par Claire Michalon. Les crises que vous avez affrontées ne sont pas au sens qu'on a autrefois donné à ce mot, c'est-à-dire d'un écart provisoire à la normale, promis à ce qu'il y ait ensuite un retour à la normale. Votre métier n'est pas spécialement d'anticiper le caractère provisoire des crises et le retour à la normale. Vous avez, dans vos domaines respectifs, au contraire, par l'expérience des crises récentes, pris conscience que nous entrions dans un monde où la multiplicité et la succession des crises allaient constituer une sorte de normalité instable. Et que dans vos domaines respectifs, celui de la défense, celui de l'action humanitaire, votre responsabilité était d'anticiper, de vous préparer à l'action dans ce contexte des crises. Et c'est donc là-dessus que je voudrais que vous expliquiez, vous nous expliquiez comment vous voyez les choses et comment vous vous préparez. Vous êtes ici escalité, d'ailleurs le général Béchon revêtu son uniforme, donc il parle au nom de l'état-major. Philippe Dacosta est le président de la Croix-Rouge, il parle au nom de la Croix-Rouge, c'est une parole officielle, c'est une parole d'organisation. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment, dans cette posture de responsabilité d'organisation, vous vous préparez à être prêt, pour reprendre une formule qui a été utilisée ce matin. Mon général, je vous donne la parole en premier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très, très heureux et très honoré d'ailleurs d'être parmi vous ce soir pour porter un regard sur la façon dont les armées, dont le ministère des Armées réfléchit les questions qui ont été évoquées tout au long de la journée. La question du futur, de l'anticipation, de la prospective, de la préparation de l'avenir, c'est finalement c'est l'ADN des armées. Tant il est vrai que ce ministère est très, très singulier au sein de l'État. C'est un ministère qui a des interactions très fortes avec la guerre, dans toutes ses acceptions et ses évolutions, avec l'industrie, et l'industrie du temps très long. Imaginez que lorsqu'on travaille sur le futur porte-avions qui remplacera le Charles de Gaulle, c'est 20 ans de travail avant sa mise en service active, à l'horizon de la fin des années 30, et ce porte-avions sera à la mer jusqu'à l'horizon 2080. Donc on travaille sur des capacités militaires, des programmes d'équipement sur plusieurs décennies. Ce ministère, c'est un ministère qui est également en très forte interaction avec les questions internationales, les relations internationales au sens très large. C'est un ministère des ressources humaines. Les armées, c'est un peu plus de 200 000 militaires et puis 60 000 personnels civils. Mais ce personnel militaire est un personnel à forte rotation. C'est environ 70% de contrats courts et seulement 30% de contrats longs. Lorsque je commandais mon régiment, en une année, 30% du personnel est renouvelé. Qui est quelque chose qu'on ne voit pas du tout de l'extérieur et qui nécessite un système, un business model de recrutement, de formation, d'entraînement qui est au cœur du système militaire. Donc c'est un ministère qui fondamentalement s'organise pour réfléchir sur le temps long en posant des questions assez simples finalement.
autour de quelle guerre, au pluriel, devons-nous préparer, face à quel type de menace, avec qui et dans quels environnements. Puisque là encore, les ADN respectifs de chacune des armées sont en réalité assez différents, puisqu'ils interagissent dans des milieux profondément singuliers. Un milieu homogène et non permanent, le milieu aérien, un milieu homogène et plus permanent, le milieu maritime, un milieu fondamentalement hétérogène pour le milieu terrestre, puisqu'il est en interaction avec la géographie, avec les populations. Et puis des nouveaux espaces, des espaces dits communs, comme le cyber ou l'espace, qui ont deux caractéristiques qui en font la difficulté, qu'ils sont d'une part pas régulés par un droit international, et où les attaques sont difficilement attribuables. Et ce sont deux difficultés qui ne sont pas d'ailleurs des difficultés que seules les armées ont à faire face. Mais je pense que la plupart d'entre vous, que vous soyez d'institutions privées ou publiques, vivez également ces questions d'une manière très, très vive au quotidien. Alors au sein des armées, différentes maisons réfléchissent aux questions que nous évoquons aujourd'hui, sur des horizons qui peuvent être un petit peu différents. Je pense que vous avez sans doute entendu parler au sein de la DGA d'une agence pour l'innovation de défense qui a été créée il y a quelques années et qui a sollicité des spécialistes de science-fiction, des écrivains, des illustrateurs de bande dessinée pour leur demander comment eux voyaient le monde, la conflictualité à l'horizon 2050-2060. Pour voir ce que nous étions capables d'en discerner en termes d'expression de besoins militaires, de capacités, d'équipements, de ressources humaines. On a d'autres maisons qui réfléchissent avec des think tanks sur les grandes questions d'ordre plus géopolitique, selon des méthodes que vous pratiquez, des méthodes qui mettent en synergie les variables, les tendances, les scénarios, les hypothèses, les ruptures, les incertitudes. Et finalement, l'une des questions qui se posent, c'est celle de la gouvernance, de la mise en cohérence de l'ensemble de ces écosystèmes, qui à un moment se retrouvent d'ailleurs dans ce qui convient d'appeler une forme de programmation militaire, qui est un sujet un peu d'actualité. Actuellement, nous travaillons sur une loi de programmation militaire sur l'horizon 24-30, que le président de la République a présenté lors de ses récents vœux aux armées à Mont-de-Marsan il y a quelques jours. Mise en cohérence, mise en programmation dans un système qui est assez stable, mais qui assez rapidement rentre en résonance avec un environnement qui, lui, est profondément instable. Et ça m'amène à vous parler d'un deuxième point qui est le point de la guerre. Il se trouve que ma génération militaire, moi je suis rentré à Saint-Cyr en 1988 et j'ai reçu mon casoar la veille, je vois très bien, ça devait être le 10 novembre 1989, de l'effondrement du mur de Berlin. Et finalement, cette génération militaire a vécu un monde où la question de la fin de l'histoire, de la mondialisation, des valeurs, les nôtres, pouvaient être considérées comme celles qui s'imposeraient. Et d'une certaine façon, et souvenez-vous, au milieu de la décennie 90, des décisions très structurantes par le président Chirac transforment très profondément l'armée française et très symboliquement, on débaptise l'école de guerre, qui devient un collège interarmé de défense. Ce qui dit quelque chose de la façon dont on envisageait l'évolution de la guerre, et finalement une évolution plutôt vers des crises. Un certain nombre de ruptures, évidemment le 11 septembre notamment, un certain nombre d'engagements en opération, en Afghanistan, pendant d'assez nombreuses années, en Afrique, mais dans de très nombreuses autres opérations, nous ont vu être engagés face à des crises de plus en plus exigeantes, avec des adversaires face à nous de plus en plus aguerris. Et donc la question de la guerre qui
très dramatiquement et très brutalement est revenu dans l'horizon européen, et d'une manière très différente de ce qu'elle fut à Sarajevo. Moi, j'étais lieutenant à Sarajevo en 1995, dans une ville assiégée. Et donc, la guerre existait très profondément dans cette ville. Et Sarajevo, quand vous prenez l'avion, c'est à côté de chez nous. Et l'Ukraine, c'est juste à côté. Mais ce qu'on peut constater, c'est le changement d'échelle très fondamental entre ce qui s'est passé au début de la décennie 90 en ex-Yougoslavie et ce qui se passe aujourd'hui sur la partie est de l'Europe. Donc cette guerre s'était un petit peu éloignée de notre champ de vision, de notre champ de souffrance, et malheureusement, elle est de retour. Elle est de retour et on assiste finalement à une forme de débordement de brutalité face à un système qui met en jeu des technologies extrêmement sophistiquées. Et on voit bien que la guerre oscille en permanence entre ces deux tendances. Les technologies sont, dans le domaine de la guerre, souvent, toujours, les éléments de rupture qui conditionnent la manière de conduire la guerre. La vapeur, l'arme aérienne, l'atome. La vapeur, finalement, fait passer de guerre limitée à une première guerre totale à l'occasion de la guerre de sécession aux États-Unis, où on voit simultanément, grâce à cette nouvelle technologie, plusieurs fronts de bataille jouer, interagir. L'arme aérienne, au début de la Première Guerre mondiale, fait naître la notion d'interarmée, d'interarmisation de la guerre. L'atome nous entraîne dans un monde plus figé, où s'instaure la dialectique de la dissuasion nucléaire, de bloc face à bloc. Et puis la quatrième rupture, qui n'en est pas une, parce qu'en réalité ce sont des ruptures qui s'enchaînent sur plusieurs décennies, voit l'apparition d'Internet. Alors c'est l'armée américaine, c'est ARPANET au début des années 60. Donc le fait numérique, dont on voit bien qu'il est une forme de rupture technologique qui s'auto-alimente d'une manière très exponentielle. Ces technologies créent elles-mêmes un certain nombre de vulnérabilités. Aujourd'hui, la mise en œuvre d'un certain nombre de systèmes de combat sont évidemment assez dépendants d'un certain nombre de technologies. Donc l'un des enjeux est de conserver une capacité de résilience dans ces nouvelles manières de conduire la guerre avec différentes ruptures, des ruptures évidemment stratégiques, je pense qu'elles ont dû être évoquées au cours de la journée, des ruptures d'ordre politique et juridique. Le monde s'organise après 1945 avec un droit international qui, d'une certaine manière, arrive à réguler l'instabilité structurelle du monde. Et aujourd'hui, et c'est l'un des probablement enseignements de ce qui se passe en Ukraine, on voit que la question du rapport de force, qui ne date pas de 2022, on a quand même eu un certain nombre de signes avant-coureurs depuis quasiment une grosse dizaine d'années, est un élément sans doute très structurant des tendances face à nous. Alors que dit l'année 2022 ? Et je m'arrêterai là. Elle nous dit malheureusement plusieurs choses pour réfléchir à la question des futurs. D'abord, elle nous dit probablement que nous sommes sortis de l'ère des guerres choisies. Je crois que nous avons vécu pendant cette période qui a commencé au début de la décennie 90, une période où les démocraties occidentales, notre pays, s'engageaient dans des opérations militaires d'une certaine façon qu'elles décidaient elles-mêmes, et qu'elles décidaient dans une complexité guerrière où elles avaient quasiment structurellement la domination opérationnelle sur tous les champs, aériens, maritimes, terrestres. Et cette période-là nous semble être en train de se terminer. Lorsqu'on évoque la question de la haute intensité, c'est notamment cette question du retour à des affrontements guerriers à parité, des affrontements guerriers qui mettent des États face à face, avec quand même, pour ce qui concerne ce qui se passe en Ukraine,
un État doté de l'arme nucléaire. Elle nous dit que, je l'ai déjà un peu évoqué, qu'on a face à nous la sophistication technologique qui côtoie la plus simple brutalité dans tout ce qu'elle a de très horrible et de quasiment inouï. Nous-mêmes observons ça tous les soirs à la télévision qui s'installe dans nos salons. Elle nous dit donc que la guerre est en train de changer d'échelle. Rapport de force, changement d'échelle, avec deux tendances qui sont nées il y a déjà quelques années. Un poids croissant de l'incertitude et puis une accélération du tempo. L'accélération du tempo qui n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui réfléchissent en prospective, pour ceux qui cherchent à préparer l'avenir, d'une part parce que le temps est de plus en plus contraint, et puis quand bien même les écrits, les réflexions que nous posons sont fondées, sont pertinentes, encore faut-il que ceux qui sont en capacité de choisir, de prendre des décisions, de les mettre en cohérence avec des environnements qui sont, eux, dans le très court terme, puissent s'approprier. Et on a là sans doute un dilemme qu'il faut parvenir à résoudre. Le temps des démocraties étant naturellement un temps très court. Face à cet environnement, le triptyque que nous posons, la grille de lecture des armées est plutôt celle d'un triptyque qui s'articule entre compétition, contestation et affrontement. Il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, nos différents documents structurants, comme les livres blancs, évoquaient plutôt un triptyque successif, paix, crise, guerre. Aujourd'hui, on est quand même passé dans une dialectique beaucoup plus simultanée, multichamp et multidomaine, qui mêle les milieux historiques de conflictualité aux nouveaux champs immatériels que j'ai évoqués, et où on voit bien qu'il faut qu'on soit capable de mettre en cohérence ces différents champs que je viens d'évoquer. La loi de programmation militaire, j'en ai un petit peu parlé, cherchera à mettre de la cohérence dans ces tendances, avec d'une part un socle de souveraineté que nous devons impérativement renforcer, c'est la dissuasion nucléaire, c'est la crédibilité de nos forces conventionnelles, c'est notre capacité d'anticipation et de compréhension, toutes les questions qui tournent autour du renseignement, et puis c'est nos systèmes humains, parce que la question des hommes et des femmes qui choisissent de servir la France sous les armes reste très centrale, avec d'une part, et c'est un autre enseignement de ce que nous dit l'Ukraine, la question des forces morales, qui est absolument fondamentale, et d'autre part, la question des compétences qu'il faut acquérir dans des métiers qui, en 2023, dans les armées françaises, ne sont pas exactement ce qu'ils étaient en 2013, ou encore moins au début du XXIe siècle. Et donc, quand on le regarde avec un viseur sur les 10 ou 20 années qui arrivent, on a toute une question qui tourne autour des talents, des compétences pour nos armées. Et puis 3 axes d'effort, et je m'arrêterai là. Un axe d'effort autour de la question de la cohésion nationale, qui est probablement la colonne vertébrale d'une nation, mais qui est évidemment la colonne vertébrale de notre armée. Un axe autour des affaires de solidarité stratégique. La France n'agit pas seule, et la France, tout en conservant une capacité à agir seule, doit évidemment être en mesure de regarder cette question des solidarités stratégiques à l'aune de nos engagements aussi ces dernières années et à l'aune de la façon dont on imagine que les conflits auront lieu dans les décennies à venir. Et puis un 3e axe qui tourne autour de la question de la crédibilité militaire, avec pour nos organisations, pour nos systèmes de commandement, la nécessité de renforcer notre agilité, de renforcer notre capacité de réaction, finalement en développant un état d'esprit d'adaptation permanente. Et je crois que ça aussi, c'est structurellement dans l'ADN des armées, et de remettre, si tant est qu'il ait disparu dans les maisons où je sers,
l'esprit d'audace et l'esprit d'initiative au cœur de nos façons d'anticiper les affaires stratégiques et la préparation de l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, peut-être pour poser un certain nombre de repères qui, je l'espère, amènera sans doute quelques questions. Merci, mon général. Avant de donner la parole à Philippe Dacosta, je vous rappelle que si vous souhaitez interpeller nos intervenants, vous le faites à travers l'application WooClap dont vous servez depuis ce matin. Philippe, la Croix-Rouge est née sur les champs de bataille. Elle a, dans son histoire, elle n'a pas cessé d'être présente dans les moments de crise, de catastrophe, de guerre. Et pourtant, lorsque tu as pris la présidence de la Croix-Rouge, tu as cru utile de t'en engager dans un exercice de prospective avec Futurible. C'est donc que tu es convaincu que ce savoir-faire de crise devait lui aussi connaître un certain nombre de ruptures et de transformations. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquelles? Merci mon cher Yannick, mon général, très heureux, mesdames et messieurs, de répondre à l'invitation de Futurible, avec qui nous sommes compagnons de route depuis quelques mois autour de cet exercice dont je vais dire quelques mots dans un instant. Mais écoutez, intervenir à un moment où vous avez reçu beaucoup au cours de cette journée, peut-être l'occasion de vous donner à voir un peu le chemin d'une institution différente de l'institution que le général vient de poser, mais qui ô combien est en articulation, parce que l'action humanitaire et les situations décrites précédemment par le général se retrouvent sur des terrains qui sont des terrains aujourd'hui que nous n'imaginions pas il y a un an en arrière. De fait, on peut constater que ce qui nous arrive collectivement, c'est que nous prenons conscience que la crise peut intervenir à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit, même si au niveau du mouvement de la Croix-Rouge, au niveau international, cet exercice-là avec le CICR, nous le menons depuis de nombreuses années, depuis quasiment la création du mouvement. Mais elle peut ensuite engendrer des problématiques qui nous amènent sur le champ de l'inattendu et qui posent l'univers de l'incertitude comme étant l'univers permanent. Et je vais réutiliser un terme qui est celui de l'institution du général, qui est cette idée de surprise stratégique. Nous avons eu nos surprises stratégiques au cours de ces dernières années, et il est donc essentiel pour des institutions humanitaires comme les nôtres et urgent de se préparer, et d'où cette idée de se préparer à être prêt pour affronter des défis d'incertitude qui sont devant nous, et donc de réfléchir ensemble aux enjeux. Peut-être vous dire quelques mots sur la Croix-Rouge, et puis ensuite vous dire exactement comment nous essayons de tirer quelques leçons de ces exercices-là. La première idée que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que nous sommes rentrés dans une gestion de multiplicité de crises, de polycrises. Et cette réalité, nous l'avons bien identifiée dans l'exercice stratégique de prospective que nous avons mené, mais qu'aujourd'hui, piloter cet état d'incertitude dont je parlais à l'instant, cet état d'incertitude permanent, c'est de prendre en compte le fait qu'un mouvement humanitaire comme le nôtre gère plus de crises, gère des crises qui se superposent et gère aussi un temps qui est un temps d'intervention beaucoup plus long que par le passé. D'où parlons-nous? La Croix-Rouge française, c'est 100 000 acteurs, à la fois une 60 000 bénévoles, 17 000 salariés. Et la grande force que nous avons, c'est d'avoir à la fois un ancrage territorial qui couvre l'intégralité du territoire national, une présence sur les 3 océans, qui fait que nous sommes à la fois évidemment présents en métropole, mais sur l'ensemble du spectre de la présence, je dirais, des univers de crise qui peuvent toucher la France. C'est aussi l'articulation entre l'action des bénévoles et nos établissements, à la fois du sanitaire, du médico-social, qui nous amène à nous interroger sur le nécessaire décloisonnement de ces univers. Et puis c'est 2 crises majeures, qui sont 2 crises essentielles que nous connaissons tous, la crise Covid. Vous dire que la crise Covid a été pour la Croix-Rouge une mobilisation exceptionnelle, puisque nous avons été en 2021 gestionnaires de près d'une quarantaine de centres de vaccination et que nous avons déployé près de 10 millions de vaccinations en propre, donc 20% des Français par la Croix-Rouge française ont été accompagnés, et nous sommes allés tout particulièrement vers aussi des publics précaires. Et que dans cette période-là, c'est une multiplication par 4
du temps d'heures de bénévolat, puisque nous étions à près de 190 000 heures de bénévolat en 2019 et que nous sommes passés à 820 000 heures en 2020. Autant vous dire que nous avons passé cela parce que les Français et les Françaises ont retrouvé ce qu'est la Croix-Rouge française, c'est-à-dire qu'ils retrouvent la Croix-Rouge dans des moments de crise. Et c'est à ce moment-là que le Français ou la Française prend conscience que c'est un bien commun qui leur appartient. Mais nous l'avons vécu aussi très directement au moment de la crise ukrainienne, lorsque, en mobilisation, pratiquement l'ensemble des Ukrainiens qui sont arrivés sur le territoire national ont été accueillis dans les gares et ensuite sont partis accueillis par de nombreuses associations. Mais c'est la Croix-Rouge qui a assumé cet accueil dans les gares, comme nous l'avons fait à d'autres événements. Et ça a été aussi une mobilisation en matière de dons, qui allait de dons de 50 € à des dons beaucoup plus significatifs d'entreprises, qui fait que la Croix-Rouge française est aujourd'hui la société nationale du mouvement Croix-Rouge à être la plus en appui en Ukraine, puisque c'est près de 100 millions d'euros que les Français et Françaises ont confiés à la Croix-Rouge pour agir en action humanitaire. La dernière opération de ce mois-ci est l'envoi, par exemple, de 18 semi-remorques à l'intérieur du pays pour soutenir la Croix-Rouge ukrainienne qui fait un travail formidable dès les premières heures. Mais comment nous faisons cela? D'abord par l'originalité même de ce qu'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est à la fois une triple réalité, c'est-à-dire c'est un comité international qui est le CICR, qui est le garant du droit international humanitaire, qui a inventé, comme vous le savez, les conventions de Genève et qui a été promoteur de ce droit international tout au long du XXe siècle. C'est aussi un mouvement qui fédère 192 sociétés nationales et nous sommes nés en 1864 sur un champ de bataille à Solferino, inventé par Henri Dunant, et nous nous appelions initialement la Société des blessés de guerre. Et c'est le général de Gaulle qui a accepté ce changement de nom en Croix-Rouge française en 1945. Autrement dit, nous intervenons en première ligne à la fois dans les situations de conflit armé, avec le CICR tout particulièrement, mais également dans les situations de catastrophe, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on l'a vu, notamment pendant la crise Ebola en Afrique, le rôle de la Croix-Rouge française, mais aussi le lien tout particulier avec les sociétés nationales de Croix-Rouge. Et puis encore tout récemment, la façon dont la Croix-Rouge a accueilli l'Ocean Viking, et elle a apporté son action humanitaire auprès des populations qui ont été transportées par le bateau. On a fait un véritable exercice de prospective qui, je crois, nous a permis véritablement de nous projeter et de rentrer dans une logique d'anticipation que nous avons appelée Anticiper 2030, et je salue toute l'équipe de Futurible qui nous a accompagnés pour essayer de nous mettre dans des conditions qui permettaient de changer de paradigme pour la Croix-Rouge française. Et ceci nous a amené à affirmer 3 grands piliers dans notre stratégie. Nous sommes convaincus que la gestion des crises d'aujourd'hui et de demain, pour la Croix-Rouge, s'appuie sur ces 3 grands piliers. Le premier des piliers, c'est d'orchestrer les enjeux de la prévention et de l'éducation. Autrement dit, le fait d'observer, de préparer, de former et de mobiliser les solidarités de proximité, c'est quelque chose d'essentiel pour réduire les risques et pour permettre à chacun de se projeter et se protéger. Deuxième élément très important pour nous dans notre stratégie, c'est la protection. C'est une demande essentielle demandée par les Français, ce besoin de protection, on l'a vu lors de la campagne présidentielle, l'importance donnée à ce terme, cette idée de porter assistance aux personnes en situation de crise ou de rupture et de prendre soin à la fois des blessures physiques mais aussi des blessures psychologiques. Et dans ce même esprit, nous avons, depuis l'élection du nouveau conseil d'administration, donné une importance toute particulière aux enjeux de santé mentale et de soutien psychologique pour accompagner les populations et soutenir à la fois les populations, mais aussi nos volontaires dans leur intervention. Et puis le troisième pilier qui est propre à la Croix-Rouge française par la force même de ces 680 établissements médico-sociaux et sanitaires ou de lutte ou de filières de lutte contre l'exclusion, c'est le relèvement par l'établissement du lien social. Le constat que l'on peut faire de l'effet de la crise Covid, c'est la rupture de lien.
c'est de redonner la capacité de reconstruire du lien, de remettre des logiques de participation dans la société et de retisser ce lien qui a été l'isolement social qu'a généré la crise sanitaire. Il faut bien que nous ayons à l'esprit que la pandémie du Covid-19 constitue, et le rapport que nous avons rendu public hier au niveau de la fédération, constitue presque à tous les égards la plus grande catastrophe dont on puisse se souvenir, qui a un impact considérable, puisque c'est dans le monde près de 6,5 millions de personnes qui sont décédées en moins de 3 ans, et que selon l'estimation prudente, c'est 1 personne sur 1000. Donc on a là, d'ordre de grandeur, l'une des plus importantes catastrophes qui va au-delà des tremblements de terre, sécheresses, ouragans, qui ont pu être enregistrés en l'espace d'une crise sanitaire qui augure potentiellement d'autres risques futurs. Mais quels enseignements le mouvement Croix-Rouge et la Croix-Rouge française tirent de cette mobilisation tout à fait exceptionnelle, vous l'avez compris, de nos bénévoles et de nos salariés et des volontaires Croix-Rouge à travers le monde et en France tout particulièrement. Pour ce qui est de la Covid, j'en tirerai 2. Le premier, c'est le lien entre secours, santé et assistance. Autrement dit, l'exemple de tout ce que nous menons aujourd'hui sur le terrain, d'articulation entre la dimension médicale et les dimensions sociales. C'est-à-dire, on le voit dans les expérimentations que nous avons menées autour de la crise sanitaire, le décloisonnement des acteurs, le fait de faire travailler des salariés et des bénévoles ensemble, le fait de travailler acteurs du social, acteurs du secours, acteurs du médical ensemble pour répondre en particulier aux personnes vulnérables. Deuxième dimension que nous tirons de cette crise sanitaire, c'est le aller vers. Nous avons fait des actions vis-à-vis des populations en situation de précarité assez exceptionnelles et nous assistons depuis la crise sanitaire à une démultiplication d'initiatives autour de la mobilité, de la capacité à la rencontre des populations, comme cela que nous avons pu accompagner une 50aine de milliers de personnes à la rue dans le schéma de vaccination. Sur la crise ukrainienne, on le sent très fortement. On a à la fois une absence ou un déficit de coordination avec la puissance publique. Je suis assez sidéré de constater le déficit de coordination de l'ensemble des acteurs qui ont agi et qui sont dans des initiatives où chacun est allé de son fait, mais on a un vrai sujet qui est le renforcement de cette dimension de coordination. Deuxième élément que je constate aussi, c'est la défiance envers les institutions et les logiques qui s'instaurent en matière de post-vérité, qui constituent aussi de réelles menaces pour nos organisations. On l'a vu dans l'abus de l'emblème, dans la mise en question de la capacité de la Croix-Rouge à dialoguer dans les principes de neutralité et d'impartialité avec les parties prenantes engagées dans le conflit. Vous le savez, la Croix-Rouge agit dans une logique de diplomatie humanitaire, le CICR est dans sa mission, et ceci met à mal une partie de l'action de la Croix-Rouge sur le champ de bataille. Et de façon plus générale, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des tensions entre des logiques de réponse aux populations, mais aussi de capacité de résilience des organisations. C'est-à-dire que ces crises successives nous amènent à la fois à une sollicitation de plus en plus grande, on le voit et je ne vous en parle pas ce soir, des effets de la crise énergétique que nous vivons depuis, je dirais, le mois d'août et tout au long de l'année 2022, mais aussi les effets que cela a dans les organisations elles-mêmes en termes de coûts pour les organisations et en termes de capacité à se renforcer elles-mêmes dans la résilience et dans le fait que la crise ne devient plus un élément exceptionnel, mais a aussi son effet sur l'institution elle-même. Vous l'avez entendu de ma bouche tout à l'heure, une crise, ça s'anticipe. Et donc, afin de mieux prévoir les étapes de préparation, de réponse, je suis convaincu qu'il nous faut développer dans nos organisations, et en cela, je vous ai cité le travail que nous faisions ensemble avec Futurible, la culture prospective. On voit bien que penser le long terme au sein de nos organisations ne va pas de soi.
l'action, la sollicitude du moment, l'instantanéité du moment présent fait que ce n'est pas une démarche naturelle. Il se trouve que vous avez là deux institutions, et en particulier l'institution militaire, qui l'est régulièrement dans ses démarches de livre blanc, mais la Croix-Rouge, à travers sa fédération, mais aussi la Croix-Rouge française, a basculé dans cette nécessité d'anticipation. Face à l'univers de permacrise que nous vivons, il s'agit en fait d'intégrer non plus des logiques de transition. Je siège au Conseil économique et social depuis 2004, à des moments, je n'y étais pas, mais on a produit beaucoup de rapports sur les logiques de transition démographique, de transition environnementale, etc. Nous sommes rentrés dans des logiques de rupture. La notion de rupture doit être prise en compte comme partie prenante de notre quotidien et non pas comme des événements exceptionnels, ce qui veut dire que ce passage-là, nous devons l'intégrer dans nos institutions. Ce qui pose aussi la question de la façon de nourrir au sein de nos organisations la vie démocratique, la vie participative. Il est pour nous essentiel, pour gérer les crises, de pouvoir associer le plus grand nombre à l'univers de décision. La grande chance que nous avons dans notre institution, c'est que la culture de la Croix-Rouge organisée au niveau départemental, avec cette habitude d'intervenir dans des situations de service à la population dans les logiques de service de sécurité civile, a développé cette culture. Et cela veut dire que pour renforcer la confiance, pour renforcer la mobilisation des citoyens et la mobilisation de nos volontaires, il est important que la transparence, la culture démocratique, le processus de décision soit le plus transparent possible, sinon on risque de fragiliser nos organisations. Enfin, je voudrais faire écho aux propos du général. Il y a quelques mois, j'étais invité à venir présenter la Croix-Rouge française à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et la commande qui m'a été posée était la suivante: comment la Croix-Rouge française se prépare à des risques de guerre de haute intensité ici sur le territoire national ou dans les océans, ou là où la France interviendra. Je veux dire simplement par là, c'est qu'il y a des scénarios ou des questions que mes prédécesseurs directs ne se posaient plus, et qu'une institution comme les nôtres, et en particulier la mienne, avec son histoire, avec ses missions, doit se poser. Elle est d'autant plus importante qu'on rentre véritablement dans une logique d'anticipation. Et donc pour se préparer dans cette logique-là, pour nous, il y a deux dimensions qui ont véritablement trouvé ces derniers mois une accélération. Le premier, c'est le travail que nous faisons sur la promotion du droit international humanitaire. C'est une mission essentielle que nous faisons dans les écoles, que nous faisons avec des options Croix-Rouge dans les collèges. Jamais autant la Croix-Rouge n'aura parlé de droit dans la guerre et de promotion des conventions de Genève auprès de nos concitoyens. La deuxième mission, qui est une mission statutaire de la Croix-Rouge, c'est la question des rétablissements des liens familiaux. La situation en Ukraine a remis au devant de la scène cette mobilisation ô combien importante au niveau de la mission de la Croix-Rouge, pour permettre aux familles de garder un contact, voire pour retrouver ceux que l'on a perdus. Mais dans cette même logique, outre le travail que nous avons fait en matière de prospective, nous sommes allés interroger les Français sur la préparation des crises. Et concrètement, ce que nous disent les Français, à hauteur de 80%, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas ou mal préparés face aux crises. Et pour cela, il nous semble évident que nous devons développer une culture dans le pays qui prépare les populations à cet univers de gestion de risques et sur lequel d'autres pays dans le monde, je pense au Japon par exemple, pour des raisons que vous connaissez parfaitement, ont développé cette culture-là. La première des démarches que je voudrais partager avec vous, c'est la nécessité de passer, pour nous Croix-Rouge, d'une logique de formation aux gestes qui sauvent à une logique de formation au comportement qui sauve. C'est-à-dire qu'il nous semble essentiel que la diffusion à l'école ou dans le système ou dans nos entreprises est aujourd'hui un enjeu important pour préparer nos concitoyens à des comportements et à une culture
qui est une culture qu'ils n'ont visiblement pas et qu'ils demandent à avoir. Je pense que la crise sanitaire a fait que la Covid est entrée dans les entreprises et aujourd'hui les entreprises en prennent conscience. La deuxième, c'est la nécessité peut-être de travailler avec les collectivités locales, et on l'a vu lors de la tempête Alex, que dans un certain nombre de cas, les territoires ne sont pas prêts. Les gymnases mis à disposition dans certaines mairies ont été rapidement inondés, par exemple. On l'a vu pour ce qui est, lors de la Covid, de la mobilisation de nos secouristes. Il a fallu attendre 6 mois avant qu'on les sollicite pour la vaccination. On voit bien que la préparation des populations lors des catastrophes n'est pas aujourd'hui assumée. Et il nous semble essentiel de développer à la fois une sensibilisation du grand public, mais aussi d'aller vers un engagement citoyen pour faire émerger une société plus engagée sur ces sujets-là. Nous sommes convaincus à la Croix-Rouge française que nos concitoyens le demandent et qu'il s'agit tout simplement de faciliter la rencontre entre les politiques portées par l'État, les actions déployées par les collectivités territoriales, mais aussi la société civile que nous constituons tous et évidemment le monde économique et les entreprises. Et le constat que nous pouvons faire, c'est que ça ne dialogue pas, ça ne fonctionne pas et ça n'anticipe pas suffisamment dans cette préparation-là. Ce que je voudrais aussi évoquer avec vous, c'est 3 derniers points qui sont importants pour nous. C'est que des crises que nous vivons, l'un des principes de la Croix-Rouge, le premier des principes, si on doit n'en entretenir qu'un, c'est le principe d'humanité. Eh bien, le principe d'humanité, aujourd'hui, est questionné. Il est questionné parce qu'il est aujourd'hui placé dans la nécessité de prendre en compte les vulnérabilités, qui sont les vulnérabilités du monde d'aujourd'hui, mais aussi ce rapport de l'humain au vivant. Je crois que vous en avez parlé au cours de cette journée. Et une des questions que l'on va se poser très fortement, c'est comment, dans nos sociétés, la question de l'humain, la question du rapport au vivant va amener à nous interroger sur cette réalité de l'humanité et du vœu d'humanité qui est le nôtre. Deuxième vision que je voudrais partager, c'est la question de l'exemplarité. C'est que pour affronter les crises de demain et les crises d'aujourd'hui, il nous faut faire émerger une culture d'exemplarité à chaque étage, qui est une condition vitale pour garantir la crédibilité, la légitimité, mais aussi l'efficacité des décideurs face aux crises. Je crois qu'une des conditions essentielles pour que la population se mobilise, soit dans une logique de confiance, c'est ce devoir d'exemplarité dans nos institutions. Et enfin, 3e élément qui pour nous est essentiel, c'est la logique d'innovation et la capacité à mobiliser des solutions nouvelles, à inventer des réponses qui aujourd'hui ne sont pas sur la table. Moi, je suis assez impressionné par la créativité et par la capacité d'innovation de nos secouristes, de nos bénévoles. Je vous citerai un exemple. Lors du Bataclan, nous avons été confrontés ce soir-là à des situations extraordinaire que nous n'avions pas anticipé en termes de langage et de communication entre nos ambulances. À l'issue de cet événement horrible, une équipe de volontaires de la Croix-Rouge s'est mise au travail et a mis en place un système de communication qui s'appelle Munitis, où les meilleurs experts, je dirais, bénévoles de la maison se sont mobilisés pour apporter une réponse face à la crise. Autrement dit, c'est aussi dans des situations d'urgence, de catastrophe, ou qu'il nous est possible à ce moment-là d'inventer des réponses que nous n'imaginions pas à l'instant présent, mais qui fait qu'on bouscule les murs et on apporte des solutions qui sont juste adaptées aux besoins des populations et aux besoins des acteurs que nous sommes. Merci Philippe. Je me suis levé pour pouvoir lire ce qu'il y avait à l'écran. On voit bien qu'il y a une question clé, mais que tu as beaucoup évoquée Philippe, c'est la question de
la façon dont la crise impacte le lien social, la façon dont les citoyens, la société civile sont mobilisés, leur capacité à se mobiliser spontanément, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Mais là, je me tourne vers le général Béchon. Vous avez parlé de cohésion nationale. Quand on observe ce qui se passe en Ukraine, on s'aperçoit que en Ukraine, la guerre, elle est conduite par l'armée et par la société civile, et que la contribution des civils à l'effort de guerre a été un élément clé de l'efficacité, en tout cas de la première phase de résistance de l'armée ukrainienne. Dans le cas dans la situation française d'aujourd'hui, avec ce qu'a été l'impact de la professionnalisation des armées, où sont les leviers ? Devant une crise de forte intensité, où sont les leviers pour que la complémentarité s'installe entre ce que l'armée peut faire et puis la mobilisation de la nation? Encore une fois, l'expérience des crises que nous venons de dire n'est pas négative. La façon dont les Français sont mobilisés pour envoyer des secours en Ukraine ou pour accueillir des Ukrainiens est plutôt encourageante. Je veux dire, je vois une des questions qui parle de recul de l'engagement dans les associations. On n'en discutera pas ce soir, mais la Fonda lance un exercice de prospective sur la société de l'engagement. Et sur ce sujet, il y a énormément de choses à dire. Il n'y a pas de baisse globale de l'engagement. Il y a des transformations de l'engagement tout à fait différentes. Alors, je connais bien le sujet dans le monde associatif et on en parle souvent avec Philippe. Comment est-ce qu'on le voit du côté de l'armée aujourd'hui ? L'Ukraine a été pour partie envahie en 2014 avec la Crimée. C'est un pays qui a une histoire récente post-effondrement de l'URSS. Ce qui veut dire qu'il y a des dimensions qui sont très propres à chaque nation, à chaque société, qui font qu'on a une claire perception commune et partagée de la menace et d'une forme de sentiment de défense face à un agresseur qui a déjà montré des signaux qu'il souhaitait probablement poursuivre. Et d'une certaine façon, l'invasion en 2022 fait écho avec ce qui s'était passé en 2014. Et un front sur l'est de l'Ukraine qui était à la fois gelé, mais où des activités avaient lieu. Si on le regarde de notre côté à nous, les choix de professionnalisation de notre armée, qui date du milieu de la décennie 95, vont avec une volonté de conserver un système de réserve, qui n'est pas exactement le même que celui qui prévalait au moment de la conscription. Un système de réserve dont l'ambition est aujourd'hui de le développer d'une manière très significative. Je pense que vous avez entendu les discours des autorités politiques, le président de la République, le ministre des Armées, avec une volonté de doubler notre réserve opérationnelle pour aller... Aujourd'hui, les réserves militaires représentent à peu près 40 000 personnes, et nous allons à l'horizon de 2035 vers plus de 105 000. Ce qui veut donc dire que cette conscience de la nécessité de plus associer la nation, ceux d'entre nous qui souhaiteraient avoir un engagement au sein de l'armée, est une question qui est assez éminente. Au-delà de ça, si on le regarde sur la question de l'engagement de la jeunesse, qu'elle soit pour ceux qui choisissent de venir dans l'armée ou pour ceux qui choisissent de s'engager dans le monde associatif, moi j'observe qu'on a quand même des chiffres assez significatifs. Ne serait-ce que par exemple le service civique, qui représente un volume très important sur une classe d'âge de jeunes Français d'environ 750-800 000 jeunes Français. Donc j'ai pas le sentiment qu'on est face à la question de l'engagement, face à la question de servir, face à la question de donner, avec générosité, dans notre pays, les difficultés qu'on pourrait imaginer par ailleurs.
Alors, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Je vais donc vous poser à tous les deux la question qui a le plus fort soutien, là. On parle de guerre asymétrique et diffuse, et notamment informationnelle. Faut-il ou comment aguerrir le citoyen? Quel rôle vous pensez jouer l'un et l'autre dans cette question des guerres informationnelles? Peut-être avant de répondre à la question, il me semble qu'il y a déjà un message que je voudrais partager sur le point de l'impact des crises sur nos vies, avant de partir sur la question d'information. Nous avons, dans cette même démarche de construction de notre plan stratégique, pris en compte aussi une dimension qui est l'impact de ces crises sur nos vies. Et nous avons mis en avant une approche qu'on a partagée, qui est la notion de vulnérabilité partagée, c'est-à-dire la capacité que ces crises génèrent chez nous à prendre conscience d'une vulnérabilité qui nous impacte tous et qui fait qu'on rentre dans une humanité ou dans un dialogue où la question de la précarité, des plus en difficulté, de la solidarité est questionnée. Et je voudrais dire que ces initiatives-là, qui fait aujourd'hui le tissu social du pays, qui fait que la Croix-Rouge est présente sur les territoires, qui fait que des bénévoles s'engagent, elle est juste essentielle parce que c'est ceci qui fait le troisième pilier de la République, qui est la fraternité. Et je pense que l'une des conséquences positives, si j'ose dire, des crises, c'est de renouer aussi fortement sur cette notion de vulnérabilité, cette notion de fraternité, cette notion d'engagement, cette notion de solidarité. Ça, c'est le premier élément. Alors, la question de la guerre informationnelle, c'est deux choses. D'abord, des logiques de polarisation, voire de radicalisation. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui est renvoyé dans un certain nombre de propos ou d'expressions, c'est la difficulté d'exprimer une vision qui soit une vision posée et qui s'inscrit dans le temps long. L'une des difficultés que l'on a aujourd'hui, c'est bien d'avoir un discours qui soit recevable, entendable, et qui soit non pas posé dans l'immédiateté de l'instant présent. Et donc, d'où l'importance que nous avons accordée aux questions de prévention et d'éducation. Nous sommes convaincus que la reconstruction des réponses de demain passe fortement par cette formation, cette éducation des jeunes et cette lecture aussi critique des médias ou cette lecture de l'information, d'où la nécessité de faire aussi des efforts du point de vue de nos institutions pour communiquer et pour apporter cette information et se donner les canaux qui vont permettre cette démarche-là. C'est cette réalité qui génère une forme de défiance vis-à-vis des institutions si on n'est pas cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, et si on ne met pas à disposition cette information auprès de nos volontaires et de nos salariés. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans un mouvement comme la Croix-Rouge, mais je pense que du côté de l'institution militaire, c'est que comme nous sommes avec un socle d'identité, de valeurs, de référence, un cadre avec des principes, avec des règles, je dirais que notre manière de traverser les crises, pour l'instant, nous a permis d'avoir une mobilisation, une implication et une participation. Mais nous rentrons dans un univers qui nécessairement va nous impacter. Et nécessairement, l'effet des changements qui sont à l'œuvre, ce que nous sentons dans les défiances, dans les radicalisations, aura aussi des effets sur nos institutions. Donc d'où la capacité de nous préparer davantage à affronter cela, mais qui passe aussi par cette capacité à bien orchestrer à l'interne les réponses auprès de nos volontaires. Avec les forces morales et le changement d'échelle, la lutte informationnelle est vraiment le troisième enseignement majeur et structurant de ce qu'on observe en Ukraine. À tel point d'ailleurs que dans le discours sur la revue nationale stratégique de la fin de l'année dernière, le chef de l'État a décidé d'ériger la question de l'influence en 6e fonction stratégique, avec la dissuasion, la protection, la prévention, la connaissance et anticipation. C'est dire combien cette dimension de guerre dans un nouveau champ
permis et favorisé par les technologies que nous avons évoquées, est aujourd'hui un élément très structurant des guerres et des conflictualités. Et d'une certaine façon, on y assiste tous les jours, par écran, par réseaux sociaux interposés. C'est un élément parmi d'autres qui nécessite, pour ce qui nous concerne, et ça fait écho avec ce que le président de la Croix-Rouge vient d'évoquer, la nécessité de s'organiser, la question de l'éthique, la question de la cohérence d'ensemble, de la réponse de l'État. Vous avez peut-être en tête ce qui s'est passé il y a quelques mois, au moment où le dispositif de l'opération Barkhane était en train d'évoluer au Mali, où on a dû faire face à une campagne de désinformation au moment où nous quittions Gossi, orchestrée par une milice de mercenaires connus, que nous avions anticipé avec un certain nombre de moyens mis en place et qui nous a permis assez rapidement, je dirais, de faire face à la fake news qui essayait de faire le tour du monde par réseaux sociaux interposés en quelques instants, ciblant des soldats français soi-disant commettant des exactions. Ce qui évidemment était une mise en scène assez grotesque, mais qui aurait pu fonctionner si on n'avait pas anticipé, planifié, mis en œuvre des moyens qui nous ont permis ensuite de faire face à cette attaque, parce qu'il s'agit bien d'attaque informationnelle. Donc c'est un élément absolument éminent dans les complexités guerrières auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Bien, eh bien, vu l'heure, je pense qu'on va devoir mettre fin à cette discussion. C'est un peu dommage parce que on pourrait y passer plus de temps, mais la journée a déjà été extrêmement longue. Je voudrais vous remercier de vos contributions, de vos interventions. Je voudrais remercier tous les participants dans la salle de leur endurance, puisqu'ils sont là depuis ce matin de bonne heure et qu'ils ont assisté à cette longue série de tables rondes. Ils me semblent partager leurs sentiments en disant que tout au long de cette journée, on n'a pas connu un seul moment d'ennui ou de baisse de tension. On a été abreuvé de beaucoup d'informations, de beaucoup d'idées, et on va essayer de les remobiliser demain pour comprendre comment on peut s'en servir pour passer à l'action. Merci à tous, très bonne soirée et à demain.